Aujourd'hui, à l'émission Mon chez-moi demain, on aborde la question des soins et des services à domicile. On parle d'aide à la décision pour son milieu de vie, d'habitation communautaire pour les aînés et on débute par les options d'habitation au Québec. Bonne émission! Quel choix s'offre à nous? La majorité des personnes veulent vivre à domicile le plus longtemps possible, mais avec des services et des soins à domicile. Il faut savoir qu'au Québec, d'ici 15 ans, le nombre de personnes de 85 ans et plus va doubler. Donc, on a tout intérêt à s'activer à ce niveau-là. Malheureusement, il y a vraiment eu un désengagement de l'État au niveau des soins et des services à domicile. Donc, les gens ont souvent pas le choix de se retrouver vers d'autres options, dont le privé. Les résidences privées pour aînés, ça a permis l'expansion des grandes résidences privées pour aînés. Il y a environ 18 des personnes de 75 ans et plus qui vivent dans les grandes RPA, les résidences privées pour aînés. Ma question va être combien ça coûte, ça, une RPA, puis est-ce que c'est accessible à tout le monde? Si l'État s'est désengagé, qui disent qu'ils ne sont pas désengagés, mais qui ont investi. C'est quand même assez dispendieux vivre en résidence privée pour aînés, particulièrement les grandes résidences. Au Canada, environ, puis même spécifiquement au Québec, on parle d'une moyenne d'environ 2 000 $ par mois sans service. Donc, évidemment, quand on ajoute les services, c'est quand même assez fréquent qu'on voit des loyers à 2 300, 2 600, et plus de 3 000 $. Donc, c'est ce qu'on retrouve là, actuellement sur le marché. Malheureusement, les petites RPA, particulièrement en région, souffrent énormément du manque de soutien du gouvernement et aussi de la pénurie de main-d'œuvre. Et plusieurs d'entre elles ont fermé ou vont fermer dans les prochains mois ou années. Dans ce contexte-là, comment on fait pour maintenir le cap? Il y a l'augmentation des prix, il y a la pénurie de main-d'œuvre, puis l'augmentation des personnes vieillissantes. C'est pas évident, mais l'intérêt de penser plutôt à plus tard sur de voir qu'est-ce qui s'offre dans ma région en termes de services, de soins à domicile, voir également est-ce que c'est possible d'aménager mon chez-moi intérieur-extérieur pour que ça devienne sécuritaire tout en vieillissant. On a entre autres l'émission Mon chez-moi sécuritaire sur le site de Penser plus tôt. Saison 1. Saison 1. Et c'est important également de voir toutes mes options d'habitation parce que c'est vraiment une décision qui doit être mûrement réfléchie, là. En effet. Mais c'est quoi justement les options d'habitation? Au Québec, il y a de plus en plus d'habitations communautaires et coopératives avec des valeurs humaines d'entraide. Donc, c'est des modèles qu'il y a de plus en plus au Québec. On retrouve également les logements sociaux. Malheureusement, il y a souvent des listes d'attente parce qu'il y a beaucoup plus de demandes que d'offres de logements sociaux. On est dans une offre de logement social. Effectivement. Il y a des beaux modèles innovants qui existent un peu partout au Québec, particulièrement dans les pays scandinaves, des modèles qu'on pourrait s'inspirer et sans doute proposer ici là, au Québec. Mais c'est vraiment important de bien réfléchir, de voir selon nos besoins, nos goûts pour plus tard, pour son choix d'habitation. On parle d'accélération du vieillissement, ça fait des années. Est-ce que le Québec réagit? Est-ce que le Québec se donne les moyens d'offrir des soins et des services à domicile accessibles et de qualité? Je crois pas. Le Québec a un retard important. Vous savez que c'est la province qui investit le moins dans les soins à domicile au Canada. Et le Canada est déjà dans le peloton de la queue au niveau des investissements dans les pays de l'OCDE, dans les pays développés. Alors, on n'investit pas assez dans les soins à domicile par rapport à ce qu'on investit en institutions. Et on investit mal également parce qu'on confie aux institutions le budget pour financer les soins à domicile. Or, les institutions ont beaucoup d'autres priorités que les soins à domicile et bien souvent, cet argent-là est dévié d'une façon ou d'une autre vers d'autres missions des établissements, d'autant plus qu'on a des établissements énormes maintenant qui sont centrés sur la mission hospitalière. Alors, il faudrait investir, financer autrement, comme l'ont fait
Beaucoup de pays européens, des pays asiatiques comme le Japon, la Corée du Sud, en mettaient en place une assurance de soins de longue durée. Donc, une assurance où on finance les gens par rapport à leur perte d'autonomie et ce sont les gens qui décident par qui ils veulent recevoir les services et qui font en sorte que ces services-là sont vraiment prodigués à la personne. À quelque part, on est dans le pétrin, si on peut dire. On était dans le pétrin déjà en 2012 lorsque j'ai fait le saut en politique. On l'est encore plus parce qu'on a en plus un retard à rattraper. Il faudrait investir massivement dans les soins à domicile. Ce n'est pas les investissements des dernières années qui permettent de rattraper même le retard et de faire face au vieillissement de la population. Et il faudrait changer la structure de financement. J'avais proposé l'assurance autonomie qui était une forme d'assurance de soins de longue durée. Je pense que c'est encore un moyen extrêmement efficace de pouvoir faire en sorte que les services se rendent vraiment à la personne. Je sais que vous avez participé, entre autres, au documentaire La dernière maison. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut choisir sa dernière maison? Je ne crois pas. Ce n'est pas un choix qui est libre, comme on dit, parce que l'option de rester à la maison lorsqu'on est en perte d'autonomie, elle n'est pas vraiment réaliste, à moins d'avoir un proche aidant ou une proche aidante qui s'épuise à donner des services. La seule option qui reste, c'est les résidences pour aînés. Ce sont des ressources intermédiaires ou éventuellement le CHSLD. Alors, si on veut vraiment être capable de choisir sa maison et de choisir de vieillir sur place, de vieillir là où on a vécu, je pense qu'il faut avoir absolument accès à des services à domicile en quantité et en qualité qui sont adéquates. Et aussi instituer la solidarité entre nous aussi. Tout à fait. Alors, la solidarité intergénérationnelle qui est extrêmement importante et je pense qu'elle a été minée au cours des dernières années par cette propension à mettre les aînés dans des logements qui sont unigénérationnels, où on confine les aînés dans des résidences pour elles et où elles n'ont pas de contact avec les autres générations. Je pense qu'il va falloir faire un virage majeur au Québec pour être en mesure d'avoir des environnements, des habitats qui sont vraiment intergénérationnels, où on permet aux générations de se côtoyer. C'est une bonne façon de lutter contre l'agisme, c'est une bonne façon de trouver des moyens également pour être capable d'utiliser les forces des uns et des autres, d'utiliser les forces des jeunes vers des services aux personnes âgées et, à contrario, que les personnes âgées puissent être engagées pour soutenir des familles, soutenir des nouveaux arrivants, soutenir des étudiants, par exemple, pour qu'on ait une société pour tous les âges. Pour le moment, depuis 8 ans, je vis dans un 4,5 que j'ai choisi quand même assez proche de plusieurs services, là. Les hôpitaux, les pharmacies. Avec l'âge, on vieillit, donc c'est ça qui nous rapproche de ça. Mais je ne changerai pas pour tout l'heure du monde, là, parce que je ne veux vraiment pas me retrouver en résidence pour personnes âgées. Ce qu'on nous offre, pour moi, ça ne correspond pas à ce que je veux à ce stade de ma vie. J'y trouve pas ce que je veux comme cadre de vie dans beaucoup de choses, dans la plupart des choses qui sont offertes aux personnes vieillissantes. J'ai travaillé pour essayer de définir mon cadre de vie à moi. Et ça a pris la forme d'une petite ferme pour un premier projet. Ce qui a orienté mes choix souvent, c'est la proximité de mon travail. Je ne suis pas quelqu'un qui aime ça faire longtemps de transport pour aller à son travail. Fait que j'ai favorisé d'avoir un loyer près de mon travail. Par contre, j'avais des critères. Je voulais un loyer grand, je voulais un loyer près de la nature. C'est ce que j'ai réussi à trouver. C'est ça qui a déterminé où j'allais rester. On a pris la décision de garder notre maison, nous autres, de rester à la maison le plus longtemps possible. Adapter la maison au lieu de s'adapter à un nouvel RPA ou un nouveau chez-soi. Notre maison, on la connaît, on l'aime, on la modifie en conséquence de nos besoins. On adapte la maison, comme ça se dit, avec soit un ascenseur ou un monte-chaise dans les marches, dans les escaliers. Les salles de bain sont déjà adaptées, nous, depuis quelques années. Et puis, plusieurs années même. Oui, plusieurs années. Puis faire recours à des gens pour faire nos travaux ici. On a construit une maison il y a 45 ans, puis c'est basé sur
la vie que je pensais de vivre, puis des quartiers où on a choisi de rester. Je n'ai pas entrevu à quel endroit j'aurais pu aller plus tard, mais je prends ça une journée à la fois. Je verrai dans le temps. De toute façon, j'ai mes enfants qui sont là et mes enfants, ils ne me laisseront pas aller dans des résidences. Ils vont me prendre chez eux. On ne le répétera jamais assez. Les Québécois, ou la majorité des Québécois et des Québécoises, veulent vieillir à domicile. Qui dit vieillir à domicile dit peut-être besoin de services à domicile à un moment donné. Comment ça fonctionne, les services à domicile? Bien, en ce moment, au Québec en général, il y a 3 grandes familles de services qui sont relativement accessibles. J'insiste sur le relativement parce qu'il y a quand même une réalité 2022, c'est-à-dire le vieillissement de la population et le manque de main-d'œuvre. Donc, il faut quand même nuancer, là. Mais il y a donc 3 grandes familles. Il y a tout ce qui est entretien ménager, courses, repas. Il y a les soins d'hygiène, lever, coucher et quelques soins de base, et le répit pour les proches aidants. Puis qui offre ces services-là? Bien, en fait, il y a plusieurs dispensateurs de services. Il y a évidemment les CLSC qui offrent en général des soins, peu ou pas l'entretien ménager. Les CLSC ont fait ce choix-là il y a quelques années déjà de laisser l'entretien ménager à des partenaires. Il y a ce qu'on appelle les ESSAD, les entreprises d'économie sociale en aide à domicile, qui offrent des services de soins, d'entretien ménager et de répit. Et il y a tout le privé, toutes les agences privées qui offrent une panoplie de services. Mais comment je fais pour identifier ESSAD, coop à domicile et qui fait la demande pour moi d'avoir accès à ces services? En fait, ça va dépendre de vos besoins. Si vous cherchez pour de l'entretien ménager, vous êtes mieux d'aller vers les ESSAD, les entreprises d'économie sociale, en aide à domicile, et les agences privées. Faire une demande au CLSC, c'est à peu près certain que ça ne passera pas, à moins que vous soyez dans un milieu où c'est encore à faire, mais c'est assez rare. Si c'est des soins, vous êtes mieux d'aller vers votre CLSC qui pourra vous référer, qui pourra vous donner des services chez vous ou vous référer à un partenaire. Le grand absent des services à domicile, c'est tout ce qui n'est pas soins ou entretien ménager, c'est-à-dire faire faire son gazon, la neige, etc., etc., là, le terrain, changer quelque chose dans la plomberie ou faire des petits travaux dans la maison. Ça, ça reste quelque chose de plutôt pas desservi. J'imagine que des situations qui demandent d'avoir accès à des services. Qui fait la demande? Puis c'est quoi ces situations-là concrètement? Bien, en fait, oui, il y a des situations d'urgence là, qui font que, par exemple, vous sortez de l'hôpital, tout d'un coup, vous avez un diagnostic d'Alzheimer, fait que votre proche aidant devient extrêmement présent et s'épuise. Il y a tout simplement le vieillissement. À 70 ans ou à 75 ans, à 80 ans, on n'a peut-être plus envie de se mettre à 4 pattes pour laver son bain. Puis se dire, bien, ça serait le fun d'avoir de l'aide. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de la capacité de faire plein d'autres choses, mais ça peut être des choses comme ça. Fait qu'il y a toutes sortes de situations qui sont plus ou moins urgentes. Et qui peut faire la demande? Mettons, moi, je pense que j'ai besoin de services, mais est-ce que je peux faire moi-même la demande ou il faut passer? En entretien ménager, vous pouvez faire la demande directement à n'importe qui offre des services, en fait, autant des ESSAD qu'une agence privée. Vous pouvez y aller directement. Pour les soins, ça peut se trouver dans le privé si vous avez les moyens. Si vous êtes un peu plus coincé financièrement, vous êtes mieux de passer par votre CLSC qui va payer, lui, les soins, même si ce n'est pas lui qui les donne. Maintenant, si on conclut avec une vision positive, est-ce qu'il y a un modèle inspirant pour les soins à domicile? Oui, en fait, moi, personnellement, je rêve au Danemark, qui est vraiment un modèle extraordinaire. En fait, au Danemark, ils mettent le pourcentage que nous, on met dans les réseaux, c'est-à-dire dans les CHSLD, etc., c'est mis au domicile. Okay. Et ce que nous, on met à domicile en ce moment, c'est leur service de longue durée. Donc, c'est vraiment le contraire. Ce que ça permet, c'est vraiment un suivi, une présence pointue chez les gens qui en ont besoin, nuancée chez les gens qui en ont un peu moins, puis seulement une présence
qui passent comme ça si c'est nécessaire. C'est vraiment bien fait. Il y a avec les services au Danemark, il y a des gens qui peuvent avoir 30, 35 heures, 40 heures de service par semaine. Ça revient toujours moins cher que se retrouver en CHSLD ou dans le réseau. Parce que les services de domicile, ça reste quelque chose d'accessible financièrement, autant pour le gouvernement que pour les personnes qui reçoivent les services. Vous travaillez sur un projet d'outils d'aide à la décision du parcours domiciliaire. C'est quoi tout au juste? C'est un outil qui regroupe des informations qui permettent à l'aîné, puis aussi à son entourage, de réfléchir sur la question, est-ce que je reste dans mon domicile actuel ou si je devrais penser à déménager éventuellement. Donc, il y a des pistes de réflexion, des pistes aussi de discussion avec les proches, de l'information, des trucs et astuces et des liens aussi vers des ressources gouvernementales. Donc, vraiment un site, parce que ça va être un site web où on regroupe toute l'information pertinente à la réflexion et à la prise de décision. Donc, vous suggérez de penser plutôt à plus tard sur son choix domiciliaire. Exactement, parce qu'on sait que c'est une démarche qui va nous demander de l'énergie, tant physiquement qu'émotionnellement. Donc, l'idée, si on retarde ces décisions à plus tard, ça se peut qu'au niveau physique, cognitif, psychologique, ça soit plus difficile. Selon vos recherches, est-ce qu'il y a des situations où les gens doivent déménager rapidement? Vous les avez notés? Et quels outils sont nécessaires à ce moment-là? Est-ce que cet outil-là va être aidant? Bien, les raisons principales pour lesquelles les personnes vont devoir décider rapidement et donc pas être toujours très impliquées dans le choix ou dans le processus de décision, c'est souvent lié à la santé. Donc, des problèmes de santé, une perte d'autonomie, une hospitalisation. Donc, dans un milieu hospitalier, de prendre une décision rapidement parce qu'on doit quitter l'hôpital, c'est vraiment les raisons souvent identifiées dans la littérature puis dans notre projet de recherche. Aussi, la question des proches aidants, donc des fois l'épuisement, l'indisponibilité, l'incapacité des proches à pouvoir répondre à l'ensemble des problèmes, c'est un élément qui va faire en sorte que les gens vont devoir prendre une décision rapidement. Et donc, l'outil va permettre, évidemment, si on réussit à bien le diffuser, à sensibiliser les aînés et les proches aidants à avoir cette discussion-là ensemble sur le choix du milieu de vie et qu'est-ce que ça implique comme décision. Et on sait que les gens veulent habiter le plus longtemps possible chez eux. Et comment habiter sa vieillesse, ça va être En tout cas, vous allez élaborer sur ça, sur les choix qui sont possibles. Oui, bien les thèmes, justement, pour habiter sa vieillesse, réfléchir sur son milieu de vie, ont été identifiés par les aînés et les proches aidants. Donc, il y a plusieurs thèmes, comme par exemple les finances, c'est toujours un thème très important. On a élaboré un volet sur la fiscalité aussi avec la charte de fiscalité à l'université. Déménager, s'adapter à un nouveau milieu, faire le deuil aussi d'un ancien milieu, que ce soit de partir de sa maison et aller vers un appartement. Donc, il y a un changement, il y a une adaptation. Donc, c'est tous des thèmes que les aînés ont choisis et ils veulent qu'on creuse ces questions-là avec eux. Quelqu'un qui vient de la campagne, j'aurais aimé ça retourner en campagne à la fin de au début de ma retraite, pas à la fin de ma vie, mais au début de ma retraite. Réalistement, je ne sais pas si je vais envisager un déménagement parce que je demeure dans le même appartement depuis plusieurs années, puis il convient à ma situation financière. Et en dernier recours, et je dis bien en dernier recours, j'espère que je n'aurai pas à me rendre dans une résidence pour personnes âgées, que j'aurai la santé pour rester chez moi le plus longtemps possible. Peut-être à la fin de notre vie, mais on pense pas. On a toujours l'idée de rester jusqu'à comme on dit, on va mourir dans cette maison-là. Si on a le choix. C'est sûr que si j'ai pas la santé pour entretenir, si j'ai pas des services qui viennent m'aider à la maison pour entretenir l'intérieur et l'extérieur, bien là, à ce moment-là, j'irai probablement en résidence où là, tout est fourni, tout est fait, sauf mes petites affaires de tous les jours, là.
J'observe, je regarde les nouveaux développements, les nouvelles façons d'être ensemble, peut-être un peu plus de façon solidaire, de façon coopérative. Et il se développe beaucoup de choses actuellement. Et donc, mon regard est attentif sur ce qui peut se développer à ce niveau-là. Et on verra là, dans les prochaines années. Je n'ai pas entrevu à quel endroit j'aurais pu aller plus tard, mais je prends ça une journée à la fois. Je verrai dans le temps. De toute façon, j'ai mes enfants qui sont là et mes enfants, ils ne me laisseront pas aller dans des résidences. Ils vont me prendre chez eux. Peut-être un AVC ou ACV, comme on dit, un accident vraiment majeur qu'on perdrait toute notre motricité. Puis, là, ça peut changer des choses, là. Mais il faudra vraiment que ce soit majeur. Moi, si toutefois Serge décède d'avant, je ne pourrais pas rester dans une grande maison. Dans un projet que je suis en train de vivre, par exemple, ça peut être, il arrive un accident. Il arrive un accident qui me bloque. Il arrive une maladie qui me bloque. Je suis obligé de m'adapter, d'arrêter, d'accepter la réalité, puis de m'adapter à ça pour me relancer. Un problème financier peut nous obliger aussi à mettre en suspens ou à reculer, puis redéfinir. Christine, on est sur le site d'une habitation communautaire destinée aux personnes vieillissantes, aux aînés. Est-ce que tu peux nous définir c'est quoi une habitation communautaire? Une habitation communautaire, c'est un endroit où les gens qui y habitent prennent en charge leur milieu de vie. C'est aidé par la société civile, ils peuvent être aidés par des organismes ou par leurs proches autour, mais ce n'est pas un propriétaire privé qui va gérer les lieux et en tirer des profits. C'est pas toujours sous le mode coopératif, mais c'est au BNL aussi, ça peut être ça, une habitation communautaire. Effectivement, on a différents modèles. Il y a la coopérative d'habitation, la coopérative de solidarité en habitation. Les gens vont se faire aider de leurs proches du milieu et des organismes à but non lucratif en habitation. Admettons que j'opte pour une habitation communautaire, mais il y en a plusieurs types. Puis comment je fais pour savoir lequel va me convenir, puis s'il existe dans ma région et au Québec? Le dernier modèle de ces trois modèles qu'on vient de nommer à être né, c'est la coopérative de solidarité en habitation. Puis c'est un modèle qui se développe à très grande vitesse. Là, maintenant, il y en a dans toutes les régions du Québec. La coopérative d'habitation, c'est un milieu où vraiment le pouvoir décisionnel repose sur les gens qui y habitent. L'organisme à but non lucratif, c'est un peu moins, les gens qui y résident sont un peu moins impliqués. Donc, c'est un conseil d'administration qui va prendre des décisions qui peuvent être des gens qui n'habitent pas dans l'habitation, contrairement à la coopérative d'habitation où là, les membres administrateurs sont vraiment des gens qui y résident. Puis, ça pourrait être un modèle intergénérationnel aussi, une habitation communautaire. Ça veut dire les aînés qui vivraient avec des gens plus jeunes? Ou... Oui, on a des coopératives d'habitation pour tout âge. Il y a des coopératives d'habitation, par exemple, pour des 50 ans et plus. Puis il y a des coopératives d'habitation. Souvent, les coopératives de solidarité en habitation vont être pour des gens de 65 ans et plus, 70, 75 ans et plus. OK. Maintenant, on sait que la pandémie, elle a créé toutes sortes de... Elle a illustré plusieurs problèmes, dont on pourrait dire certaines déficiences au niveau des modèles traditionnels d'habitation. Est-ce que les habitations communautaires ou les coopératives peuvent être une alternative dans ces situations-là? En plus, il y a l'augmentation des prix post-pandémie, on va dire. On espère qu'on est en post-pandémie. Oui, les coopératives d'habitation, c'est des modèles généralement beaucoup plus petits, une grandeur plus familiale ou vraiment communautaire par rapport à des grandes résidences privées pour aînés qui peuvent maintenant aller jusqu'à 200, 250 résidents. Donc, la coopérative d'habitation, c'est beaucoup plus petit. Les gens se connaissent. On note qu'il y a beaucoup plus de solidarité entre les gens qui y habitent puis entre le personnel aussi qui travaille dans ces résidences-là avec les résidents. C'est un type, on s'approche de l'aspect familial. Je sais que l'Observatoire estrien du développement des communautés, vous avez donné appui à des groupes, à des comités de personnes pour bâtir une habitation communautaire. Est-ce que ça marche toujours? Ça a donné quoi comme résultat?
C'est un projet qui est en cours, qui se termine en juin 2022. Et ces outils-là vont demeurer disponibles même après la fin de l'accompagnement. Ils peuvent être retrouvés en ligne, téléchargés gratuitement. Donc, s'il y a des groupes qui veulent se mettre en chemin, là, c'est disponible. Philippe, on parle d'une phase 2 pour une habitation communautaire. Ça consiste en quoi dans ce cas-ci? La phase 2 ici va regrouper 33 logements qui vont être destinés pour une clientèle de personnes âgées de 75 ans et plus en légère perte d'autonomie. OK. Oui. Est-ce que c'est destiné seulement aux résidents de la Grande Vie ou il pourrait y avoir d'autres membres de coop qui puissent habiter ici? Il va y avoir d'autres membres de coop ou d'autres membres de l'extérieur qui vont venir habiter ici, mais l'objectif primaire était de donner l'opportunité aux gens qui habitent ici présentement de prolonger, dans le fond, leur moment à vivre ici à la Grande Vie en leur donnant des services supplémentaires auxquels ils n'ont pas accès présentement. C'est des services de soins physiques? Ouais. D'aide de soins personnels, d'aide de prise de médicaments, des choses comme ça. Il faut comprendre que présentement, il y a déjà un niveau d'accréditation à RPA ici. Là, on va aller chercher un niveau supplémentaire pour permettre aux gens de rester plus longtemps chez eux. OK. C'est vraiment une belle option pour les membres d'une coopérative. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est unique, ce type d'habitation-là, qui est destiné aux personnes qui commencent à perdre leur autonomie en coopérative? C'est pas unique. Il y a d'autres endroits au Québec qui le font. On va intégrer dans le projet certains éléments plus techniques qui vont être, eux, uniques, là, mais le modèle en tant que tel existe aussi ailleurs au Québec. Là. Admettons que je veux suivre votre projet de près. Comment je fais pour être informée? Avec la fédération régionale, la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie, là, sur le site Internet, il y a beaucoup d'informations pour le projet de la Grande Vie et pour le projet qui vient aussi. Fait qu'il s'agit de contacter là, les personnes responsables pour avoir plus d'informations et même commencer à s'inscrire là, sur la liste d'attente, en fait, pour obtenir un logement. Merci d'avoir été des nôtres. Ne manquez pas la prochaine émission, Ma condition physique et cognitive. Sur ce, l'équipe de Pensez Plutôt vous dit à plus tard!